Les canaux de Bourgogne, l'un des fleurons de notre patrimoine navigable. Depuis quelques années, il existe un moyen original de les découvrir, ces petites embarcations. Des bateaux sans permis que l'on peut louer pour une journée ou une semaine. Notre plongée en eau douce commence dans le canal du Nivernais, où une famille de vacanciers a décidé de se jeter à l'eau. Bonjour. Cette famille de Parisiens n'a pas les moyens de louer un yacht à Saint-Tropez. Donc votre bateau, il est là? Oh, il est chouette. Ils ont décidé de larguer les amarres pour un week-end de 3 jours sur cette pénichette de 10 mètres de long. Une découverte pour Christelle, son mari Loïc et leurs 2 adolescents, Adrien et Louis. Allez. Oh, c'est sympa. La cabine de 30 mètres carrés est composée d'un salon, d'une cuisine équipée et de 2 petites chambres, 4 fois plus petits que l'appartement de ce couple de cadres. Oh, c'est chouette. Ah oui, c'est votre chambre, les gars, là. Et Adrien, je suis pas sûre que tu rentres là, hein, avec tes grandes jambes là. Hein. Regardez les gars, nous on a l'option toit ouvrant. C'est cool. On dort avec les étoiles ce soir. Oh la vache. Moi je trouve ça plutôt génial parce que on travaille, les enfants sont à l'école, donc finalement on passe peu de temps ensemble. Le week-end il y a des occupations. Et donc là c'est 24 sur 24 pendant 3 jours ensemble. Et je trouve que pour la famille c'est sympa. Ça c'est la marche arrière. Ouais. Okay. D'accord. Pour freiner le bateau, donc on n'a pas de frein à main, c'est la marche arrière. Ah oui. Après quand on est... Avant de prendre le large, une petite demi-heure d'initiation. Une durée suffisante selon le loueur. C'est lent, quoi. Le client, il conduit une voiture, il peut conduire un bateau. Parce que c'est encore plus simple. Il n'y a rien de compliqué, un marche avant, marche arrière. Je le sens prêt, j'ai hâte même. Mais une fois seul maître à bord, naviguer s'avère plus sportif que prévu. Et dès la sortie du port, Je pousse le bateau parce qu'il n'arrive pas à décoller. Là, ta voiture, elle serait déjà toute rayée, Loïc. Hein. le capitaine improvisé a du mal à garder le cap. Allez, contre-braque maintenant. Tu braques trop fort, Loïc. Tu fais trop de mouvements brusques, en fait. Je comprends pourquoi les marins sont solitaires. Quand on est capitaine, c'est mieux d'être seul. Ce qui me bassine. Fais ci, fais ça, tourne à droite, tourne à gauche. On a l'impression d'avoir des marins expérimentés derrière, tu sais. À part avoir mis un pied dans leur baignoire, ils n'ont pas fait grand-chose. Embarquer sur les canaux et les rivières, pour Loïc, comme pour des milliers de Français, c'est la promesse d'être au calme. Une évasion insolite, un moyen de découvrir la France autrement. Mais nous allons découvrir que naviguer sur ces voies d'eau n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Dès la remise des clés, la famille a le sentiment d'être menée en bateau. Christelle a réservé via une agence de voyage un séjour à 1 500 €. C'est sans compter quelques extras facturés par la société de location. On a un barbecue pour le week-end, donc on est à 36 €. Les 45 du chien. À ça, je vais rajouter les 2 vélos. On est à 56 pour les 2 pour le week-end. Vous n'avez pas pris d'assurance? Non. Je conseille de prendre une assurance. On est sur un bateau qui fait 6-7 tonnes. On est sur l'eau, c'est pas une voiture. Donc l'assurance moins de 7 jours, c'est 147 €. Là, ça commence à faire beaucoup quand même. Ah bah oui, tout à fait. Mais bon, ça, c'est comme ça. Au total, la facture s'alourdit de 500 €. La manière dont on présente les choses, ça ne laisse pas beaucoup le choix. Il y a un vrai risque, mine de rien, qui existe, surtout la première fois qu'on prend un bateau sans permis. Donc, pour autant, là, on approche des 2 000 € de budget, quoi. Et on n'a pas encore mis le pied sur le bateau. La suite s'annonce tout aussi houleuse. Pour passer la nuit, Adrien a repéré un petit coin tranquille en pleine nature. Pour l'atteindre, il faut encore franchir 2 écluses très rapprochées. L'éclusier quitte son service à 19 h et visiblement, le fonctionnaire semble pointilleux sur les horaires. Juste savoir si on peut passer l'écluse qui est juste derrière. C'est fini à 7 h. Il a peur qu'il soit 19 h 01 pour nous ouvrir l'autre écluse.
Donc il décide de nous bloquer entre deux écluses. L'ours bourguignon, ça va être ça. L'éclusier est sauvage. Ouais, l'éclusier. N'est pas très coopératif. Hein? On est devant, il est moins 3 normalement. C'est donc entre deux écluses qu'ils jettent l'ancre pour la nuit. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Sans le savoir, ils se sont amarrés en face d'un foyer pour jeunes en difficulté. En fait, je pense qu'ils ont attendu qu'on arrive pour ouvrir. Parce que dès qu'il nous a vus, il a ouvert les vitres là, et il a mis la musique à fond, quoi. C'est un film là, si tu veux. Pour le moment, c'est quand même assez surprenant. Ouais. On s'attend au petit canal vraiment à travers les champs, les vaches, les arbres. Bon, c'est pas tout à fait ça, quoi. Bah, je crois qu'on va faire la fête, hein, on n'a pas le choix. Faut qu'on se tire de là, moi je vais pas dormir de la nuit. Une première journée pleine d'imprévus, et ce n'est pas fini. À 650 km de là, à Bordeaux, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout dérangés par la musique, bien au contraire. Il est 23h. Sur ce paquebot amarré à quai, ces vacanciers ont l'intention de s'amuser jusqu'au bout de la nuit. Ces touristes viennent d'embarquer pour une semaine de croisière. La moitié des clients sont étrangers. Maurice et Christiane viennent du Québec. C'est leur première croisière fluviale. Je dis les Québécois, on a ça dans la jambe, la danse. On aime danser, les Québécois. Le lendemain matin, c'est parti pour une semaine de cabotage à la découverte des vignobles du Médoc. La Garonne n'est pas aussi cristalline que l'eau des Caraïbes. Aucun palmier à l'horizon, et pourtant, ces croisières fluviales sont en plein essor. L'an dernier, 2 millions de vacanciers ont sillonné les fleuves français sur un paquebot comme celui-ci, le Cyrano de Bergerac. Un modèle réduit des paquebots géants qui voguent sur les mers du globe. Parmi les nombreuses compagnies, ce croisiériste français est le seul à avoir accepté notre caméra à son bord. Il nous a permis de filmer les cabines passagers, le restaurant et les activités. Parmi les touristes venus découvrir la richesse du terroir bordelais, voici Christiane et son mari Maurice. Ah ben oui, parce qu'on va descendre, on va pouvoir visiter. On n'a pas à chercher les hôtels et puis à tout à transporter les bagages. Ça, c'est beaucoup, là. C'est Marie-Paul, la sœur de Maurice, qui les a convaincus. La Québécoise connaît bien les croisières fluviales. Elle est une passagère assidue. J'adore ça parce que on peut voir le paysage. Des deux côtés de la rive, c'est intéressant parce qu'on n'est pas en pleine mer non plus. J'ai fait des grosses croisières aussi. Et puis, quand c'est juste des jours de navigation, c'est comme des fois un peu long. Sur les fleuves, on ne navigue pas plus de 3 heures par jour, ce qui laisse du temps pour les visites. Dans quelques minutes, première escale à Pauillac. Maurice l'attend avec gourmandise. J'aime beaucoup l'architecture et puis j'aime la bouffe et j'aime le bon vin. Il y a pas mal de châteaux à voir, je crois. Les Québécois ont payé leur séjour 1 300 €. S'ajoutent 150 € pour participer aux 4 visites proposées. Au programme ce jour-là, un rapide tour en bus des châteaux du Médoc. L'excursion s'achève sur cette propriété pour une dégustation de grands crus. Bonjour, bienvenue mesdames, messieurs. On fait le vin comme il y a 200 ans. Vous savez qu'en 1876, on arrivait devant le chai avec des charrettes à bœufs. Donc on recommence à chantier. Il y a beaucoup plus d'opérations que je pensais.
Bon, mesdames, messieurs, ce moment tant attendu est arrivé. Bon, qui est-ce qui conduit le bateau, là? Parce qu'il ne faut pas boire trop, hein. Geneviève. Non, Anne-Marie. Oups, c'est beau! Voilà. Là, c'est mon 3e verre. Je commence à avoir un certain effet. Les touristes repartent avec quelques bouteilles en souvenir. Nous allons pourtant nous rendre compte que l'économie locale ne profite guère de la manne des croisiéristes et que certaines compagnies utilisent des méthodes surprenantes pour limiter leurs coûts de fonctionnement. Pour le découvrir, il suffit de se mettre à table. Produits locaux à la française. Au menu ce soir, sauté de veau maringot, de la viande mijotée dans de la sauce tomate et des petits oignons, a priori un plat traditionnel bien de chez nous. C'est même délicieux, je dirais. Mais j'imagine que c'est du coin, ce serait logique. C'est le veau dans la région, peut-être à côté de Charente. Il y a beaucoup de pâturage dans la Charente. Je suis bien satisfait de manger des produits locaux à la française. Du veau de la région élevé sous la mer ? Nous décidons de faire un petit tour en cuisine. Le chef nous y accueille avec réserve. Sors-moi 2, David. Je préfère que vous ne filmiez pas les chambres froides. J'ai pas l'autorisation pour ça, donc... Nous laissons tourner la caméra à son insu. Le chef nous confie que beaucoup de ces produits sont surgelés. Un sauté de veau, il est surgelé. Mais vous dites à les gens que c'est un produit surgelé, ça y est, c'est pas bon. Et les gens se font une fixette sur le surgelé, alors que vous avez des produits surgelés finis qui sont de meilleure qualité que des produits frais. On ne peut pas montrer à des gens des choses qu'ils ne sont pas capables d'interpréter. Parce que les gens sont un peu naïfs, un peu bêtes. Du veau surgelé et pas toujours made in France. Certains veaux, par exemple, nous arrivent d'Allemagne. Et le fait que ce soit un bateau de croisière pour vacanciers qui veulent du local, c'est pas à prendre en compte, quoi. Si, c'est à prendre en compte, évidemment. Mais vous n'avez pas de la maîtrise sur tout. Une bonne partie de ce qui est servi sur le bateau est en fait acheté en gros, via une centrale d'achat basée à Strasbourg. Elle se fournit au meilleur prix dans l'Europe entière, selon le modèle d'approvisionnement des supermarchés. Le boom du tourisme sur la Garonne profite peu aux petits producteurs locaux. Et il ne développe guère l'emploi dans la région. Nous allons le constater dans quelques jours, à l'escale suivante. À 650 km de là, sur le canal du Nivernais, la galère continue pour la famille de Parisiens. Le capitaine peine toujours dans le passage des écluses. Oula! Quelques millimètres séparent la coque des parois. Les moussaillons improvisent une manœuvre pour éviter le naufrage. En vain. C'est quoi? Loïc ne regrette pas d'avoir pris l'assurance, car sa technique de navigation est un peu particulière. Ça s'appelle naviguer à la parisienne. C'est toujours une façon différente de naviguer, c'est comme les voitures. Tu conduis pas à Paris comme tu conduis ailleurs. Il y a tout de même des moments paisibles. Au fil de l'eau. On en profite. Pas d'ordi, pas de téléphone, pas de télé. C'est rare qu'on ait des moments de lâcher prise comme ça. On respire bien, les petits cuicus des oiseaux, le bon air, l'herbe, tout va bien. Reste tout de même le bruit sourd du moteur et le grondement lointain d'un orage qui s'annonce. Ils essuient leur premier grain. Là, on prend une bonne averse. Fallait bien que ça arrive un moment. C'est marrant, 5 minutes. Là, c'est la tempête. On aura tout vécu. Ouais, mais le problème, c'est que je fais tout, toi. Mais il a arrêté le bateau, là. Après, on s'arrête, on fait une pause, on rentre. On va pas rester à naviguer dehors comme des truffes. Hein. Ah non, là, Quand j'ai vu la météo, j'ai failli annuler. Bah, vous voulez que je vous dise? J'aurais dû.
Relégués pendant plusieurs heures dans leur cabine exiguë, c'est la déprime pour les marins d'eau douce. Une journée sous la pluie comme ça et je rentre à la maison. Ça n'a pas grand intérêt. Non, c'est pas des vacances de ton repos. C'est l'un des inconvénients du tourisme fluvial. En cas de mauvais temps, peu de solutions de repli. Des vacances sur mon yacht. Vous rigolez ou quoi? Si la pluie s'éternise, le voyage perd de son charme. Sur la Garonne, les touristes québécois bénéficient, eux, de toute une palette d'activités pour occuper leur temps libre entre deux escales. C'est l'un des atouts mis en avant par le croisiériste. L'organisateur présente aussi un personnel de bord disponible, souriant, à l'écoute des passagers en toutes circonstances. Qu'en est-il des conditions de travail? Michel est le maître d'hôtel du bateau. Il travaille dans la compagnie depuis plus de 10 ans. Il dirige l'équipe hôtelière et organise les escales, comme ce matin à Libourne. So, this is your coach, this one. Alors, madame, c'est l'autocar numéro 2. Ici, Guten Tag, Irabus, Chandak. Là-bas. Je suis l'aiguilleur, là. Il faut savoir reconnaître les gens aussi. Savoir comment les aiguiller, hein. Guten Morgen. Ce polyglotte passe d'une langue à l'autre pour orienter les passagers, mais aussi pour dialoguer avec son personnel. 9h du matin, c'est le moment choisi pour la distribution des tâches. Bonjour les filles. Alors, les plannings des cabines, Barbara. Sur 35 employés, Dora. plus de la moitié sont étrangers. Monica, la gouvernante, donc Narcisse, qui est de Hongrie. Barbara, qui est également de Hongrie, ainsi que Dora et Monica, et Eva, qui est française. Pourquoi autant d'employés venus des pays de l'Est? Alors que la caméra tourne encore, Michel nous explique qu'il est difficile dans ce métier de recruter des salariés français. On recherche toujours en France du personnel, mais c'est très difficile. Un jeune Français qui va arriver sur un bateau, il va rester 3 jours parce que la cadence de travail est trop dure. Elle est pénible pour lui, trop intense. J'en ai eu 3 là, cette année en début de saison, ben, ils sont déjà partis. Hein. Il y a aussi la question du salaire. La plupart des employés sont payés au SMIC. Ce qui est le minimum pour un Français représente beaucoup pour des travailleurs étrangers comme Ajni. Chez elle, en Hongrie, le salaire moyen est 2,5 fois moins élevé qu'en France. Je travaille ici depuis 6 ans et j'aime bien. Et pourquoi vous êtes venu en France travailler? C'est une longue histoire. Chez nous, la vie, c'est vraiment pas facile. Il y a des gens qui sont sans travail, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Ce croisiériste est aujourd'hui la seule compagnie française à naviguer sur la Garonne. Ses concurrents sont tous étrangers, américains ou australiens. Ils exploitent une quarantaine de paquebots au total, sur tous les grands fleuves de France. Notre enquête nous en apprend davantage sur leur fonctionnement. Pour réaliser des économies sur le personnel, certaines compagnies étrangères utiliseraient des méthodes parfois critiquables. Nous avons recueilli le témoignage d'un manager qui a longtemps navigué sous pavillon étranger. Il souhaite garder l'anonymat. Selon lui, le personnel en grande majorité d'Europe de l'Est serait exploité. Quand je vois les heures qui tapent, c'est minimum 10 à 12 heures par jour. Par exemple, une femme de ménage, ils font les cabines le matin, ils les font à midi, ils les font à 16h, ils les font à 19h. Et est-ce qu'ils ont des jours de repos? Dans l'hôtellerie, il n'y a jamais une journée de repos. Ils donnent une demi-journée, mais c'est rare. Normalement, la loi, c'est une journée de repos par semaine. Pour moi, personnellement, c'est de l'esclavage moderne. Qu'est-ce que vous voulez dire par esclavage moderne? Et surtout, vis-à-vis des horaires. Vous trouvez un Français qui va travailler pendant 8 mois à 10 heures par jour sans sortir. Nous nous sommes procuré le contrat d'un serveur employé par une compagnie étrangère. Un contrat rédigé en anglais et soumis aux droits de l'île de Chypre. Nous avons soumis ce document à maître Marie-Sophie Vincent, une avocate spécialisée dans le droit du travail. On peut choisir d'appliquer la loi chypriote à un salarié qui va être détaché en France
pour exercer un travail en France. Mais il faut combiner ce principe avec l'application également d'un socle minimal en matière de droit du travail français. Autrement dit, même si vous appliquez la loi chypriote, vous devez à minima payer le SMIC ou le salaire minimum conventionnel. Donc au moins 1150 €. Pour ce monsieur, salaire de 900 € par mois. C'est pas possible. Ce contrat appliqué en France est illégal. Et le salarié n'a pas intérêt à tomber malade. En cas de maladie, le salarié bénéficiera d'un maintien de salaire au-delà de 61 jours d'arrêt. Si on compare avec le droit français, à partir du 8e jour d'absence, vous avez systématiquement une prise en charge. Donc les 61 premiers jours, c'est énorme parce que si vous avez un arrêt de travail pour un mois, eh ben vous n'êtes pas couvert du tout. Ces contrats de droit étranger permettent aux organisateurs de croisières de payer des charges sociales réduites. Certaines compagnies n'établiraient aucun contrat de travail afin de ne payer aucune charge. Nous avons rendez-vous avec Mireille sur les bords de Seine. Elle est accompagnatrice sur des paquebots au départ de Paris, un métier semblable à celui de Michel, le maître d'hôtel. Pour trouver du travail, elle se dit obligée d'accepter certains arrangements. Il n'y a pas de contrat de travail sur la plupart de ces bateaux. Pas de contrat de travail, pas de fiche de paie. Pas de fiche de paie. Vous savez, toutes les compagnies, on leur demande de pouvoir être salariés. Voilà ce que répondent les compagnies. Soit on prend la place ou on ne la prend pas. Hein. Vous savez, il y a tellement de gens qui cherchent des emplois. C'est une question d'argent, il faut bien gagner sa vie. Donc en fait, on travaille sur ces bateaux sans être déclaré. On est payé par virement venant de l'étranger. Pour 10 jours de travail, Mireille perçoit 950 €. Si elle recevait une facture, la moitié de cette somme passerait dans les charges. Alors parfois, elle choisit de travailler au noir. Moi, je me sens révoltée. On est vraiment au cœur de la France. Le tourisme devrait être un grand pourvoyeur d'emplois. Et là, vous avez des compagnies qui exploitent la beauté de notre pays et ça rapporte très très peu à la France. Pas toujours bénéfique pour l'emploi, le développement de la navigation sur nos rivières a également un impact négatif sur l'environnement. C'est l'une des causes de la pollution des eaux. Nous retrouvons la famille parisienne sur le canal du Nivernais. Ici, 300 bateaux sans permis se croisent quotidiennement. Et la plupart ne sont pas équipés de fosses septiques. J'ai remarqué que l'eau usée se déversait juste ici, par la petite ouverture. Ça fait bizarre de savoir que tout ce qu'on produit sur le bateau quand même se déverse dans un canal où les gens pêchent par exemple. Selon le Code de l'environnement, les navires de plaisance construits après 2008 doivent être munis d'installations permettant de stocker ou de traiter leurs eaux usées. Les rejeter dans la nature est un délit puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Une obligation légale, peu respectée, pour une raison simple, le manque de stations de vidange. Aucune loi n'oblige les ports à s'équiper. On compte à peine 10 installations pour l'ensemble du réseau navigable de Bourgogne. La pompe pour les aspirations des eaux usées. Ouais. Et lorsque l'on en trouve une, Ça marche bien, ça fonctionne bien? Bah pour l'instant, elle est en panne. C'est une entreprise qui doit nous la réparer, mais ça fait 1 mois qu'ils doivent la réparer, puis ils n'ont rien fait. nous tentons notre chance au port d'Auxerre, le plus important du département de l'Yonne. Ici, la pompe semble fonctionner. Le tuyau qui sort là. Le gérant nous en fait la démonstration. Là, il y a un bouchon. C'est marqué WC. Je peux dévisser, je mets le tuyau, on met en route la pompe et on aspire. Ça, vous l'avez fait combien de fois, là? Je suis là depuis avril 2012 et depuis un seul bateau a demandé le vidange de son réservoir des eaux noires. Il y a une toile d'araignée. Si personne ne l'utilise, c'est que les plaisanciers n'ont jamais pris cette habitude ou ignorent l'existence de ce type d'installation.
Une situation identique sur tout le réseau fluvial de France. Ce sont les poissons et les canards qui sont victimes de cette pollution. Ces habitués du canal y pêchent depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, ils sont inquiets. Alors, ça mord? Calme, hein. Regardez le bouchon. Il n'avance pas. Hein. Et alors, il s'enfonce pas d'ailleurs. Hein. Ah, mais c'est de pire en pire. Il y a quelques années, on prenait du poisson, mais maintenant, c'est fini. Il n'est même pas consommable, le poisson. Je le prends pour le plaisir, puis je le remets dans l'eau. Si ça continue à se dégrader à la vitesse où ça va, je pense que dans 10 ans, 15 ans, il n'y aura peut-être plus de vie dans le canal. Hein. Il n'y a pas seulement les eaux usées. Il faut y ajouter 60 000 tonnes de carburant déversées chaque année dans les fleuves, ainsi que la pollution engendrée par l'agriculture ou les industries. Le constat est alarmant. Selon une étude du ministère de l'Écologie, 90% des cours d'eau français seraient pollués. Alors certains professionnels du tourisme ont décidé de réagir. C'est l'une des rivières les plus préservées de France, le Lot. L'histoire d'une belle endormie. Depuis le Moyen-Âge, un axe de navigation majeur. Les bateliers y transportaient du charbon. Fermé à la navigation au début du XXe siècle, aujourd'hui le Lot se réveille doucement. De bonnes fées se sont penchées sur son lit, à l'image de Dominique Renouf, 30 ans de navigation, et depuis peu à la barre d'un bateau 100% écolo, le premier hôtel flottant solaire de France. C'est bon, vous en avez eu? Oui, c'est bon, je vais trouver. 3. Dominique est secondé de Mélissa pour tout équipage. Allez, choucroute de la mer. Pour une semaine, sur le gîte flottant de Dominique, les 9 passagers payent 700 €, la moitié du prix de la croisière en paquebot. Vous vous sentez ici? C'est merveilleusement bien, c'est juste parfait. Ici, tout est fait maison et certains légumes poussent sur le toit. Mélissa y cultive un petit potager bio. C'est quand même assez surprenant de manger la salade qui vient du toit du bateau. Hein. Avec le melon du marché. Les melons ne viennent pas encore du toit, mais ça va venir. Tout ce qui est biodégradable est jeté dans la rivière. Dominique a conçu son propre système pour évacuer les eaux usées dans les égouts. Vous avez des cabines avec des douches italiennes pour que ça soit accessible aux personnes en fauteuil. Ici, ambiance à la bonne franquette. Il y a 30 ans, cette ancienne infirmière a tout quitté pour vivre au fil de l'eau. Elle a investi 500 000 € dans cette péniche, bien plus que pour un bateau classique, et ce n'est pas pour la déco. L'essentiel de son investissement se trouve sur le pont, 65 mètres carrés de panneaux solaires. Et voilà! Ce bateau, ça prouve qu'on peut faire autrement, quoi. On peut naviguer autrement. Pourquoi aujourd'hui brûler du carburant pour naviguer? Ça paraît, dans 30 ans, on nous traitera de fous, quoi. Problème, lorsque le soleil n'est pas au rendez-vous, les batteries sont à plat et le bateau plafonne à 1 km/h. Même à plein régime, il ne dépasse jamais la vitesse d'un homme qui marche. C'est un hors-bord. Cette lenteur, loin d'être un désavantage, séduit les vacanciers. Tu sais, on va imiter sur les yachts les filles en maillot de bain. C'est exactement le rêve. On est là, au milieu de la rivière, sans odeur, sans émanation polluante, sans bruit. Tout est calme, on entend juste les oiseaux, le bruit du vent dans les arbres au loin, et rien d'autre. Le vent se lève. La vie est dure, décidément. Donc nous sommes à Casseneuil, rive droite. À 60 ans, Dominique a de nombreux projets. Elle espère lancer bientôt une flotte de petits bateaux solaires sans permis. Sur le canal du Nivernais, malgré leurs gros moteurs, les Parisiens n'ont pas beaucoup avancé. Attends,
table. Tu viens manger, chérie? Bonjour. 50 km parcourus en 3 jours, mais leur odyssée en Bourgogne se termine sur une note ensoleillée. C'est une très bonne thérapie finalement ce séjour. Thérapie, pourquoi? Pour gens stressés. Ça rapproche par défaut parce qu'on n'a pas trop le choix, mais bon à la fois c'est vraiment quelque chose qui est sympa. On s'est construit une équipe de marins au travers de ce périple, donc on peut partir affronter les flots maintenant. Ils ont décidé de retenter l'expérience l'été prochain, mais cette fois aux Pays-Bas. Les canaux y sont plus larges et comptent beaucoup moins d'écluses.